Paris, 12 octobre 1941. Alors que la ville vit sous l'occupation allemande, un nourrisson vient au monde dans une modeste clinique du 16e arrondissement. Jean-François Raymond Grandin, celui que la France entière connaîtra plus tard sous le nom de Frank Alamo. Ses parents, des Parisiens attachés à la culture et à la musique, ne se doutent pas qu'ils accueillent un futur emblème de la chanson légère et insouciante des années 60, une enfance entre ombre et lumière. Les premières années de Jean-François se déroulent dans un Paris marqué par la guerre. Les rues sont calmes, parfois angoissantes, mais la famille Grandin cultive une atmosphère chaleureuse. Son père, passionné d'opéra, aime faire résonner dans le salon les grands airs de Verdi ou de Puccini. Sa mère, plus tournée vers la chanson française, fredonne Édith Piaf et Charles Trenet en préparant les repas. Ces moments domestiques forment le premier bain musical du petit garçon. Dès ses 5 ans, Jean-François montre un goût prononcé pour la mélodie. Il s'amuse avec tout ce qui peut produire un son. Casserole, boîte de conserve, petite clochette. Loin d'être agacé, ses parents voient dans cette curiosité un signe précoce. On lui offre alors un petit harmonica, son premier instrument officiel. Il passe des heures à chercher des notes, essayant de reproduire les refrains entendus à la radio. Le Paris des années 50, une école de vie à mesure que la France se reconstruit. La capitale retrouve son éclat. Les cafés reprennent vie, les guinguettes le long de la Seine attirent à nouveau les danseurs, et la musique devient un langage d'espoir. Jean-François, élève appliqué mais rêveur, dévore les 45 tours de Charles Aznavour ou d'Henri Salvador. Il assiste à ses premiers bals populaires, fasciné par les accordéons et les guitares manouches qui enflamment les soirées. Au collège, il rejoint une chorale. Sa voix claire attire l'attention du chef de chœur, qui lui confie parfois de courts solos. Ses expériences lui donnent le goût de la scène. Il découvre la magie du trac, puis l'ivresse des applaudissements. À la maison, il persuade ses parents de lui payer quelques cours de piano. Même s'il n'en fera pas son instrument principal, ce contact avec l'harmonie et le rythme façonne son oreille musicale. La révélation du rock'n'roll au milieu des années 1950, une vague nouvelle déferle depuis les États-Unis. Le rock'n'roll. Elvis Presley, Bill Haley, Little Richard. Leurs disques circulent à Paris parmi les adolescents avides de sons modernes. Un camarade de classe prête à Jean-François un vinyle d'Elvis. C'est un choc. L'énergie brute, la guitare électrique, le swing de la batterie lui ouvrent un monde inconnu. Il comprend que la musique peut être rebelle, joyeuse et sensuelle à la fois. Avec quelques amis, il forme un petit groupe de reprises. Il bricole un micro à partir d'un vieux combiné téléphonique, répète dans une cave humide et donne de mini-concerts lors de fêtes de quartier. Jean-François, déjà charismatique, s'impose comme chanteur principal. Ses copains admirent sa capacité à captiver le public, même improvisé. Un style déjà élégant, contrairement à d'autres jeunes passionnés de rock qui adoptent blouson noir et attitude de mauvais garçon. Jean-François préfère une allure plus soignée. Chemise claire, cheveux bien coiffés, sourire franc. Il cultive une élégance qui deviendra sa marque de fabrique. Ses amis le taquinent gentiment. « Tu es un vrai gentleman chanteur ». Cette remarque, il la garde en tête, sans imaginer qu'elle résumera un jour son personnage de scène. Première scène parisienne. À 18 ans, il ose franchir une étape. Des cafés-concerts de la rive gauche organisent des soirées « Talents nouveaux ». Jean-François s'inscrit sous un pseudonyme pour éviter que ses parents n'apprennent trop vite ses escapades nocturnes. Sa voix fraîche et son aisance étonnent le public. Plusieurs habitués lui conseillent de poursuivre. Il rencontre même quelques musiciens professionnels qui l'invitent en cas des répétitions. Ses expériences lui ouvrent l'horizon. La scène n'est plus un simple amusement, mais une perspective de vie. Il commence à écrire quelques textes simples en français, inspirés par les histoires d'amour de son âge et par les chansons américaines qu'il adapte. Vers le destin yéyéa, la fin des années 1950. La presse parle de plus en plus d'une nouvelle génération de chanteurs. Johnny Hallyday, Sylvie Vartan,
Richard Anthony. La vague « Yé-yé » se prépare. Jean-François sent qu'il pourrait trouver sa place dans ce mouvement qui marie pop anglo-saxonne et poésie française. Il ne sait pas encore que le nom de scène Frank Alamo, choisi plus tard en clin d'œil à un western célèbre et à la sonorité américaine, marquera le début d'une carrière emblématique. Prochain chapitre, son entrée dans l'univers professionnel, le choix du nom, Frank Alamo, et la rencontre avec les producteurs qui le propulseront sur la scène Yé-yé. Chapitre 2. Naissance de Frank Alamo. Et premier tube trouvé un nom qui claque, au tout début des années 60, Jean-François Raymond Grandin sent qu'il doit se créer une identité scénique mémorable. Les producteurs parisiens qu'il rencontre lui répètent « Ton prénom est élégant, mais pour conquérir la jeunesse qui écoute Elvis, il te faut quelque chose qui sonne américain. » Avec des amis, il feuillette des magazines de cinéma. Un titre de western attire son regard, The Alamo, le film de John Wayne qui fait alors fureur. Le mot résonne comme une promesse d'aventure et de bravoure. Jean-François l'associe à Frank, un prénom simple qui rappelle Frank Sinatra, et la sincérité, Frank, en anglais. Le pseudonyme Frank Alamo est né, court, percutant, facile à retenir. La rencontre décisive avec les producteurs Frank fréquente de plus en plus les clubs de Saint-Germain-des-Prés, où se croisent étudiants, musiciens de jazz et jeunes artistes en quête de gloire. Un soir, après une prestation dans un petit cabaret, un impresario repère sa voix claire et son charisme. Ce contact l'amène chez un producteur de disques spécialisé dans les nouveaux talents. Lors de l'audition, Frank interprète une reprise d'Elvis puis une de ses propres compositions. Le producteur est séduit. Vous avez l'élégance d'un crooner et l'énergie du rock. Nous allons enregistrer un 45 tours. L'enregistrement de Biche ma biche. En 1963, il entre pour la première fois dans un grand studio parisien. L'ambiance est électrique. Musiciens en costume. Ingénieur du son concentré. Odeur chaude des lampes d'ampli. La chanson choisie, Biche ma biche, mêle rythme entraînant et refrain tendre. Frank y met tout son cœur. Lorsque le disque sort, la jeunesse s'enthousiasme. Les radios yéyé le diffusent en boucle. Les paroles simples, l'air pétillant et ce timbre clair deviennent la bande-son de nombreux bals de province. En quelques semaines, le 45 tours se vend à des dizaines de milliers d'exemplaires. Un style de gentleman chanteur, contrairement à d'autres idoles yéyé qui misent sur la rébellion. Frank cultive une élégance raffinée. Sur scène, il porte des vestes bien taillées, des chemises claires et ce sourire charmeur qui fait chavirer le public. La presse le surnomme bientôt le gentleman du yéyé. Ses passages télévisés, notamment dans l'émission mythique « Salut les copains », renforcent son image. Un artiste moderne, mais toujours distingué. Les parents l'apprécient presque autant que leurs enfants, ce qui contribue à élargir son public. Multiplication des succès portés par l'engouement, Frank enchaîne les hits. Dadou Ron Ron, adaptation française d'un tube américain, fait danser toute la jeunesse. Allô Mayo 3837, plus espiègle, prouve qu'il peut aborder l'humour léger sans perdre sa classe. D'autres titres comme Sing 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 ou File la laine consolidaient son image d'interprète dynamique. À chaque sortie, les ventes dépassent les attentes. Frank devient un habitué des tournées nationales, parcourant la France en train de nuit, dormant quelques heures avant d'enflammer les salles des fêtes et les théâtres municipaux. Une connexion unique avec le public CE qui frappe les journalistes, c'est sa proximité avec ses fans. Après chaque concert, il prend le temps de discuter, de signer des autographes, de poser pour des photos. Je veux que les gens sentent que je chante pour eux, pas seulement pour les projecteurs. Confie-t-il dans une interview. Cette attitude crée un lien durable. Beaucoup de jeunes spectateurs se souviennent, des décennies plus tard, d'un Frank Alamo souriant et attentif, loin des caprices de certaines stars. La France des années 60 en toile de fond pendant que Frank conquiert les hit-parades, la société française se transforme. Essor de la consommation, émergence d'une culture jeune, apparition des scooters Vespa et des jukebox dans les cafés. Le mouvement yéyé devient le symbole d'une génération qui veut danser,
aimer et oublier les rigueurs du passé. Frank, avec son mélange de charme classique et d'énergie pop, incarne à merveille cet équilibre entre tradition et modernité. Vers de nouveaux horizons à la fin de 1965, après plusieurs disques d'or, Frank commence à réfléchir à l'évolution de sa carrière. Il rêve d'expérimenter des sonorités plus personnelles, peut-être de tenter quelques compositions originales, plutôt que de simples adaptations. Son producteur l'encourage. Le public vous suivra tant que vous resterez sincère. Mais la route du succès n'est jamais linéaire. De nouveaux artistes apparaissent. La mode change rapidement. Frank comprend qu'il lui faudra sans cesse se réinventer pour durer. Prochain chapitre. Les années de maturité artistique, ses tournées marquantes et la transition vers une vie plus discrète à la fin des années 60. Chers amis, nous voici arrivés au terme d'un long voyage au cœur de la vie et de la musique de Frank Alamo. Mais pour clore cette histoire, je vous propose de rester encore un moment ensemble, comme on le ferait autour d'un café partagé après un concert inoubliable. Prenons le temps de savourer tout ce que son parcours nous a laissé, de revisiter les émotions et de réfléchir à ce que la musique, la mémoire et la fidélité des fans peuvent signifier aujourd'hui une époque qui continue de chanter Frank Alamo. C'est d'abord l'écho d'une génération. Les années 60 en France, c'était la liberté retrouvée, la modernité qui frappe à la porte, le transistor qu'on emporte partout, la danse dans les caves de Saint-Germain, l'odeur du vinyle neuf qu'on pose avec soin sur la platine. Quand vous écoutez Biche, ma biche, vous entendez bien plus qu'un air entraînant. Vous entendez la joie d'une jeunesse qui veut oublier la grisaille de l'après-guerre, qui rêve d'amour simple et de grands horizons. Aujourd'hui, ces chansons semblent presque naïves, et pourtant, elles possèdent ce pouvoir rare de faire sourire dès les premières notes. Et si on les écoute attentivement, elles nous rappellent que l'insouciance n'est pas une faiblesse, mais une force, une bouffée d'air qui permet de continuer à croire au bonheur. La voix qui apaise vous l'avez sans doute remarqué. La voix de Frank Alamo avait quelque chose d'apaisant. Claire, posée, jamais forcée. Elle donnait l'impression que chaque chanson était une conversation amicale, une confidence. Cette douceur est sans doute ce qui l'a rendue intemporelle. Même ceux qui n'ont pas connu les années yéyé sentent, en l'écoutant, une proximité immédiate. Fermez les yeux un instant et imaginez ce timbre qui glisse dans le silence d'une soirée. Il y a là un parfum d'été, une lumière douce, une promesse de retrouvailles. C'est ce qui rend la musique si précieuse. Elle devient un refuge, un souvenir qui ne s'éteint pas. L'héritage discret mais profond après les feux de la rampe, Frank avait choisi la discrétion. Ce retrait volontaire, loin des plateaux télé et des projecteurs, nous dit quelque chose de sa personnalité. Un homme capable de tourner la page pour se consacrer à sa famille, à ses passions, à une vie plus simple. Et pourtant, son héritage n'a jamais cessé de grandir. Chaque fois qu'un collectionneur ressort un 45 tours, qu'un animateur radio diffuse « Dadou Ron Ron », ou qu'un jeune curieux tombe par hasard sur une vieille home vidéo, l'histoire recommence. C'est là la magie des artistes. Ils voyagent au-delà du temps. Visiter sa tombe. Un pèlerinage de lumière. Pour beaucoup de fans, le cimetière du Père-Lachaise est devenu un passage obligé. Dans la 25e division, au détour d'une allée bordée d'arbres, sa tombe sobre et élégante accueille ceux qui viennent se souvenir. Souvent, on y trouve un tournesol, cette fleur de soleil qui symbolise la fidélité, la lumière et la gratitude. Certains déposent aussi de petites cartes, des photos, quelques mots écrits à la main. Chaque visite est un geste d'amour. On s'y recueille, on fredonne peut-être un refrain, on se rappelle un moment précis, un bal d'été, un premier rendez-vous, une danse improvisée dans une cuisine. Ce lieu n'est pas seulement un espace de deuil, c'est un espace de vie, un lieu où la musique de Frank continue de résonner. Le courage face à l'épreuve, il serait impossible de conclure sans évoquer son combat contre la sclérose latérale amyotrophique. Diagnostiqué en 2006, Frank aurait pu se retirer totalement. Mais il a choisi de continuer à chanter, à sourire, à rencontrer son public. Plus de 200 galas en 4 ans, c'est une leçon de courage, une démonstration que la passion peut dépasser la souffrance.
À travers cette force tranquille, il nous rappelle que l'art est un moteur de vie. Ses derniers concerts n'étaient pas seulement des spectacles, c'étaient des actes d'amour envers ses fans. Un message silencieux disant « La musique est plus forte que la maladie ». Merci à vous, auditeurs fidèles maintenant, à vous qui êtes encore là, qui avez écouté cette histoire jusqu'à sa dernière note. Je veux dire, merci. Merci pour votre patience, votre curiosité, votre cœur ouvert. Vous faites bien plus qu'écouter une biographie. Vous maintenez une mémoire vivante. Chaque fois que vous partagez une chanson, que vous racontez un souvenir, que vous faites découvrir Biche, ma biche à un ami ou à un enfant, vous prolongez la vie de Franck Alamo. Je sais que certains d'entre vous écoutent peut-être en pensant à leurs propres souvenirs. Un parent qui aimait cette musique, un amour d'été, une époque révolue. Votre présence est le plus beau cadeau à offrir à un artiste qui a tant donné. Invitation à continuer le voyage. Si cette immersion vous a touché, je vous invite à poursuivre ce voyage musical. Redécouvrez ses chansons, mais aussi celles de ses contemporains, pour ressentir toute la richesse de la scène yéyé. Laissez-vous emporter par l'énergie d'une époque où tout semblait possible. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire. Racontez votre morceau préféré, un souvenir, ou simplement un mot pour Franck. Ces petits messages sont autant d'étoiles qui s'allument et témoignent que sa lumière brille encore. Un dernier au revoir alors, avant de refermer cette parenthèse, prenons 1 minute de silence intérieur. Imaginez Franck Alamo sur scène, son micro argenté, son sourire discret. Écoutez dans votre esprit le premier accord de guitare, la batterie qui lance le rythme. La salle applaudit, et sa voix s'élève, claire, douce, joyeuse. C'est ce souvenir que nous emportons, aujourd'hui et toujours. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment jusqu'au bout. Que la musique de Franck Alamo continue de vous accompagner, de vous faire danser, de vous consoler quand le monde semble lourd. Et souvenez-vous, tant que nous écoutons, tant que nous transmettons, les artistes ne disparaissent jamais vraiment.